J'ai emprunté ta carte, juste pour les courses, a dit ma sœur. Le lendemain matin, 8700 $ avaient disparu. Maman a haussé les épaules. Elle a besoin d'aide. Ne sois pas cruel. Je n'ai rien dit. Cette nuit-là, j'ai agi, discrètement. À 6h02, il a ouvert son compte en banque et a crié si fort que tout le quartier l'a entendu. Je l'admets. Ce que j'ai fait ensuite était brutal. Sans avertissement, sans discussion, juste une action froide, exécutée avec le genre de calme qu'on ne trouve que lorsqu'on en a complètement fini. Le matin suivant, mon frère a hurlé si fort que la vieille dame d'en face est sortie en peignoir. Ma mère se tenait là, sans voix, sa bouche bougeant sans qu'aucun son n'en sorte. Ma sœur est sortie de la maison en trombe, son téléphone collé à l'oreille, jurant à tout va comme si on l'avait volé. Mais ce n'était pas elle, la victime. Revenons en arrière. À peine 12 heures plus tôt, elle était à un brunch avec ses amis, trinquant avec des coupes de champagne. Je le sais parce qu'elle l'a posté dans sa story Instagram, complètement inconsciente de sa propre transparence. Elle était là, ongles fraîchement manucurés, nouvelles lunettes de soleil de créateur, toast à l'avocat et mimosa à volonté. Elle n'essayait même pas d'être subtile. Et comment a-t-elle payé pour tout ça? Facile. Elle a de nouveau emprunté ma carte. J'ai reçu le SMS habituel la veille à 20h52. J'ai emprunté ta carte, juste pour les courses. Aucune excuse, aucune explication, juste ce ton désinvolte qu'elle utilisait toujours, comme si j'étais le distributeur automatique familial et qu'elle prenait juste une petite collation. Le truc, c'est que je n'ai même pas répondu. J'étais trop fatigué. J'avais passé la journée à gérer une crise avec un client au travail, j'avais sauté le déjeuner et j'étais rentré à 21h. Mon frigo était vide. L'ironie de la situation m'a frappé plus tard. Je n'avais même pas fait de course pour moi-même depuis plus d'une semaine. Je me suis écroulé de fatigue sans rien vérifier. Et puis, vers 7h le lendemain matin, j'ai ouvert mon application bancaire, juste un coup d'œil avant de partir au travail. Le solde avait chuté de près de 9000 $. Je suis resté figé, non pas à cause du montant, mais de la vitesse à laquelle il avait disparu. J'ai parcouru la liste des débits comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre. Service de bouteille dans une boîte de nuit du centre-ville le vendredi soir. Une virée shopping en ligne. Louis Vuitton. Fashion Nova. Une boutique bizarre de marque inconnue. Un virement cash app à un certain Taille Banger. Un virement bancaire de 3500 $ à 2h46 du matin. Des trajets en Uber Black à travers la ville. Et oui, le brunch de la story, 248 $ avec un pourboire de 30%. Ce n'était pas juste impulsif. C'était insultant. Cet argent n'était pas de l'argent en trop. Il était mis de côté, c'était une partie de ce que j'utilisais pour couvrir le loyer de Jake, les frais de scolarité de Marcus et les demandes habituelles qui surgissaient de la part de maman au moins une fois par semaine. Je le faisais discrètement, sans fanfare. Personne ne m'a jamais dit merci, mais je n'en avais pas besoin. J'essayais juste de maintenir la famille unie, mais apparemment, pour eux, j'étais un puissant fond. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit jusqu'à chez maman. Elle regardait un talk show matinal, buvant son café comme si c'était un jour comme les autres. Je me suis assis, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré ce que Kelly avait fait. Sa réponse, elle a besoin d'aide, Evan. Ne sois pas cruel. C'est ça qui m'a brisé. Pas l'argent, pas la trahison, mais le haussement d'épaule. J'ai hoché la tête, sans discuter, je me suis juste levé, j'ai dit que je devais aller travailler et je suis parti. Je ne suis pas allé au travail. Je suis rentré chez moi et je me suis connecté à tous les comptes que j'avais. Ma banque, mes cartes de crédit, le compte d'épargne séparé que j'avais ouvert pour les futurs frais de scolarité de Marcus. J'ai tout déplacé, tout verrouillé, j'ai désactivé les paiements automatiques. J'ai même retiré Jake en tant qu'utilisateur autorisé sur le bail de l'appartement dont j'étais cosignataire. À 2h14 du matin, j'ai fait un dernier virement, 11 000 $, sur un compte d'investissement auquel moi seul pouvais accéder. Ce n'était pas une vengeance, c'était une façon de tourner la page. À 6h02, Jake a ouvert son application bancaire. Je le sais parce que mon téléphone s'est allumé avec son nom une seconde plus tard, puis un autre appel de maman et un de Kelly juste après. Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais j'ai entendu le cri depuis l'appartement de Jake, jusqu'à mon immeuble. Et pour la première fois depuis des années,
je ne me suis pas senti coupable. Les appels manqués ont commencé à 6h03. D'abord Jake, puis maman, puis Kelly 4 fois de suite. Je n'ai répondu à aucun. Je suis juste resté assis dans le silence, le téléphone face contre la table, buvant la même tasse de café pendant plus d'1 heure. Je n'étais plus en colère. C'était passé. Je ne ressentais rien. C'était la paix. En fait, le genre de paix que l'on ressent quand on finit par s'en ficher éperdument. À 8h44, j'ai reçu un texto de Jake. Qu'est-ce que t'as foutu? Le loyer n'est pas passé. L'école de Marcus appelle. Tu ferais mieux de régler ça maintenant. Pas de « salut ». Pas de « ça va ». Juste le sentiment que tout lui était dû, encore. Comme s'il avait oublié que chaque mois, je couvrais son loyer sans un mot. Comme si les frais de scolarité de Marcus ne provenaient pas des économies que j'avais accumulées en travaillant 70 heures par semaine pendant qu'il jouait au papa cool qui ne croyait pas au 9 à 5. Comme s'il ne vivait pas dans un appartement pour lequel j'étais techniquement cosignataire parce que son dossier de crédit était pourri. À 9h12, il frappait à ma porte comme si l'immeuble était en feu. J'ai ouvert lentement. Il m'a mis son téléphone sous le nez. Solde, 3,18 $. Son loyer était dû la veille. Il voulait savoir ce que j'avais fait, pourquoi j'avais tout coupé. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas défendu. Je lui ai dit la vérité, que le soutien était terminé. Que je ne leur devais rien. Surtout pas après ce que Kelly avait fait. C'est 8700 $. Ils avaient été volés. Il n'y avait pas d'autre mot. Il s'est emporté. A dit que je l'avais pris au dépourvu. Que je sacrifiais Marcus juste pour prouver quelque chose. A dit que j'agissais comme si j'étais meilleur que tout le monde. Je n'ai pas répondu. J'ai juste refermé la porte. Cet après-midi-là, maman a lancé sa campagne de culpabilisation. D'abord, un long message vocal, puis un texto de groupe. On doit parler ce soir. Tous ensemble. Sans crier, juste en famille. 19h chez moi. J'ai failli ne pas y aller, mais quelque chose me disait que je devais le faire. Pas pour eux, mais pour moi. Pour tourner la page. Je suis arrivé chez maman vers 19h20. La voiture de Jake était déjà là. Celle de Kelly aussi. Je suis resté assis dans la mienne une seconde avant d'entrer. Au moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, je l'ai senti, comme si j'entrais dans une tempête qui n'avait pas encore commencé à pleuvoir. Kelly faisait les 100 pas devant la télé. Jake était affalé dans le fauteuil inclinable, les bras croisés. Maman était dans la cuisine, déjà en plein milieu d'une tirade. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait. Elle est passée directement aux accusations, disant que je surréagissais, que j'avais empiré les choses, que je leur avais fait honte. Leur avais fait honte. Je me suis assis sans un mot. Elle a commencé à énumérer tout ce qu'il ne pouvait plus faire. Jake ne pouvait pas payer son loyer. Marcus risquait d'être renvoyé de son école. Kelly avait des dettes et ne pouvait pas obtenir une autre carte. Même elle, ma mère, a dit qu'elle avait dû annuler un rendez-vous médical parce que j'avais bloqué le fonds d'urgence que je gardais pour elle. Je lui ai demandé de répéter ça. Le fonds d'urgence, celui que j'avais constitué pour elle, celui qu'elle n'avait jamais touché pour un médecin, mais dans lequel elle réussissait à puiser chaque fois qu'elle voulait de nouveaux ustensiles de cuisine ou des billets pour un concert. Et puis Kelly est intervenue, la voix forte, amère, théâtrale. A dit que j'étais cruel. Que je lui avais fait honte devant ses amis quand sa carte avait été refusée au brunch. Qu'elle avait été humiliée quand Ty avait dû payer son Uber. Je lui ai demandé qui était Ty. Elle a répondu, juste un ami. J'ai dit, cool. Peut-être qu'il pourra l'aider la prochaine fois qu'elle aura besoin de 8700 $. Jake s'est remis à crier. A dit que j'agissais comme un dictateur. Que cette famille comptait sur moi, que j'aurais dû leur parler d'abord. J'ai demandé quand, exactement, il m'avait accordé la même courtoisie. Quand Kelly avait pris ma carte à 21h pour la vider avant 3h du matin. Où était la conversation à ce moment-là? Quand Jake avait laissé l'école de Marcus m'appeler pour exiger les frais de scolarité? Où était la discussion? Quand maman avait commencé à traiter mon compte comme un plan de retraite? Il n'avait aucune réponse. Puis maman a dit quelque chose qui a finalement fait déborder le vase. Ce n'est pas ton genre, Evan.
tu as changé. Tu es devenu froid. Je n'ai pas bronché. J'ai dit, peut-être que oui. Peut-être que des années à me faire utiliser ont fini par me rattraper. Peut-être que la version de moi qu'ils aimaient, celle qui disait oui à tout et ne demandait jamais rien en retour, peut-être que ce type-là était mort. Et c'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte. Pas de coup frappé, pas d'avertissement, juste le bruit familier de chaussures traînantes et la canne du vieil homme tapant contre le sol. Grand-père. Aucun de nous ne savait même qu'il venait. Mais bien sûr, il savait. Il savait toujours quand quelque chose n'allait pas. Et pour une fois, quelqu'un était arrivé qui n'avait pas besoin que je lui explique tout, parce qu'il comprenait déjà. Quand grand-père a franchi cette porte, c'était comme si le temps s'était arrêté. Il n'a pas frappé, n'a pas dit bonjour, il a juste poussé la porte, est entré et a jeté un lent regard autour de la pièce. L'atmosphère a changé instantanément. Kelly s'est figé au milieu de sa phrase. Jake a reculé comme s'il voyait un policier, et maman est restée complètement immobile, comme si son père venait de la surprendre en train de faire quelque chose de honteux, ce qui était le cas. Grand-père n'avait pas mis les pieds chez maman depuis près d'1 an. Il disait qu'il n'aimait pas l'énergie du lieu, ce qui, nous le savions tous, était sa façon de dire qu'il en avait marre de ce cirque de profiteurs. Mais ce soir-là, il est entré comme s'il avait attendu ce moment, comme s'il savait que ça allait arriver. Il n'a pas demandé la permission, il est allé directement à la cuisine, a pris sa vieille tasse dans le placard, toujours là, poussiéreuse mais intacte, s'est versé une tasse de thé de la bouilloire, et s'est assis en bout de table comme si c'était sa maison. Parce qu'un jour, ça l'avait été. Puis il m'a regardé, juste moi. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête une fois, c'est tout. Il n'en a pas demandé plus. Il s'est tourné vers les autres, lentement, sans ciller, son regard plus perçant que jamais. Alors, si je comprends bien, a-t-il dit en faisant un geste vers les 3 autres. Vous laissez cet homme payer votre loyer, vos factures, financer votre style de vie, et à la seconde où il décide qu'il en a assez de se faire utiliser, vous organisez une réunion? Jake a marmonné quelque chose, a essayé de s'expliquer. Grand-père l'a coupé. Tu as vendu tes outils électriques pour te payer des bières, Jake. Ne parle pas. Tu as 33 ans et ton fils est plus responsable que toi. Jake s'est rassis, le visage rouge. Kelly est intervenue avec son ton habituel, condescendant, sur la défensive, bruyant. Elle a essayé de retourner la situation, a dit que j'étais dramatique, que ce n'était que de l'argent et que j'en faisais toute une histoire. Grand-père n'a pas haussé la voix, il l'a juste regardé droit dans les yeux. J'ai vu les photos du brunch, l'hôtel, les sacs. La même fille qui m'a dit qu'elle était fauchée était en train de boire des mimosas à $20 avec des gens qui ne connaissent même pas son nom de famille. Ne te moque pas de moi. Elle s'est tue, pour une fois. Et puis il s'est tourné vers maman, sa fille. Et toi? Tu savais exactement ce qui se passait. Tu as regardé Evan s'épuiser pour cette famille pendant que tu appelais ça de l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de la manipulation. Tu es la raison pour laquelle ces deux-là pensent avoir droit à son argent, parce que tu les as élevés en leur faisant croire qu'Evan leur devait quelque chose. Maman a essayé de parler. Grand-père a levé la main. Arrête. Je ne veux pas l'entendre. Puis il a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti une enveloppe usée et scellée, qu'il a laissée tomber sur la table comme un juge rendant son verdict. Ça, c'est mon testament. Signé, notarié, légal. Personne n'a bougé. Tout ce que j'ai, le terrain dans l'Ohio, la maison, l'épargne retraite, la voiture, tout va à Evan. Chaque centime. La mâchoire de Jake est tombée. Kelly a ri comme si c'était une blague. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Il n'en a même pas besoin. Il a déjà de l'argent. Grand-père n'a pas scié. Et c'est exactement pour ça qu'il le mérite. Il n'a rien demandé. Jamais. Puis il s'est levé, s'agrippant au bord de la table. Vous voulez savoir quand j'ai pris cette décision? Ce n'était pas la semaine dernière. C'était il y a 2 ans, quand j'avais besoin qu'on m'emmène à l'hôpital et que ma tension artérielle était au plafond. J'ai appelé Jake. Il a dit qu'il était occupé. J'ai appelé Kelly. Elle n'a pas répondu. Evan, lui, a conduit 100 km dans les embouteillages et est resté avec moi pendant 6 heures pendant qu'il faisait des examens. Et il n'en a jamais parlé à personne. Maman fixait le sol.
Vous avez tous oublié quelque chose. La famille, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de qui est là pour vous. Evan a été là à chaque fichue fois. Et vous avez fait de lui votre distributeur personnel. Puis il m'a regardé à nouveau, droit dans les yeux. Tu ne leur dois rien, Evan. Tu ne leur as jamais rien dû. Tu portes cette famille sur tes épaules depuis assez longtemps. S'ils sont en colère maintenant, qu'ils le soient. Qu'ils voient ce que ça fait de se débrouiller seul. Il s'est retourné vers la porte, puis a marqué une pause. Et une dernière chose, si l'un de vous s'en prend à nouveau à lui, si j'entends ne serait-ce qu'un de vous lui demander un centime, vous êtes définitivement hors de ma vie. Pas d'héritage, pas d'appel téléphonique, pas de visite. Terminé. Et sur ce, il est parti. La porte s'est refermée derrière lui et personne n'a bougé. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas venu pour l'argent. J'étais venu pour y voir clair. Et j'avais obtenu ce que je voulais. Jake me regardait comme si j'étais un étranger. Kelly se tenait là, clignant des yeux comme si elle venait de se prendre une gifle. Et maman avait l'air vieille, fatiguée, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Il s'attendait à ce que je cède à nouveau. Mais la partie était terminée, et aucun d'eux ne l'avait vu venir. Personne n'a rien dit après que grand-père soit parti. On aurait pu entendre une mouche voler. Jake était juste assis là, clignant des yeux comme si on l'avait débranché. Kelly n'arrêtait pas de secouer la tête, comme si elle avait mal entendu tout le discours. Et maman, elle avait l'air d'essayer de trouver un moyen de retourner la situation à son avantage, mais rien ne lui venait. Pour la première fois depuis longtemps, personne n'avait le contrôle de la pièce. Kelly a finalement brisé le silence. Il bluffe, a-t-elle dit. Il est juste en colère. Puis elle m'a regardé. Tu as manigancé ça avec lui? Je n'ai pas répondu. Je me suis levé, j'ai pris mes clés et mon téléphone. J'étais à mi-chemin de la porte quand maman m'a interpellé. Tu vas vraiment faire ça? Laisser la famille se déchirer comme ça? Pour de l'argent? Je me suis retourné et je l'ai regardé. Ça n'a jamais été qu'une question d'argent. Vous en avez fait une question de contrôle, d'attente, de culpabilité. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de jouer le jeu. Elle a essayé de dire quelque chose, mais rien n'est sorti. J'ai qu'à marmonner quelque chose comme « Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» Mais il ne l'a pas dit assez fort pour que ça compte. Je suis sorti. Sans cri, sans drame, juste le silence. Les jours qui ont suivi ont semblé étranges, pas paisibles, mais silencieux d'une manière pesante. Le genre de silence qui vous dit que quelque chose se prépare. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux jusqu'à jeudi. C'est là que Jake a commencé à appeler depuis des numéros que je ne reconnaissais pas. J'ai ignoré les 2 premiers. Il a laissé un message vocal sur le 3e. Et mec, l'école de Marcus a appelé. Ils ont dit que les frais de scolarité sont en retard et ils parlent de le renvoyer. Tu veux vraiment faire ça à ton propre neveu? Je ne comprends pas ce que tu essaies de prouver. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Il a enchaîné avec un texto quelques heures plus tard. Félicitations. Tu as fait valoir ton point de vue. J'espère que l'avenir de Marcus en vaut la peine. Celui-là m'a piqué, mais pas pour la raison qu'il pensait. Pas parce que je me sentais coupable, mais parce qu'il n'avait toujours pas compris. Il pensait toujours que c'était une question de vengeance, pas de responsabilité. Kelly a suivi sa méthode habituelle. Elle a posté un tas de stories Instagram vagues et amères. L'une d'elles disait « Méfiez-vous de la famille qui se prend pour Dieu alors qu'ils ne sont que de petits hommes aigris. » Toujours aussi classe. Je n'ai même pas réagi. Elle pouvait se plaindre à ses abonnés autant qu'elle voulait. Aucun d'eux ne proposait de payer ses factures. Puis, samedi soir, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. Pas d'identifiant d'appelant. Je l'ai ignoré. Puis il a sonné à nouveau. Puis une 3e fois. J'ai décroché à la 4e. C'était Marcus. Sa voix était calme et incertaine. La première chose qu'il a demandé était « Tu es en colère contre moi ?» Je lui ai dit que non. Que rien de tout cela n'était de sa faute. Que j'espérais qu'il allait bien. Il m'a dit que l'ambiance à la maison était tendue. Jake parlait à peine, et criait la plupart du temps quand il le faisait. Il a dit qu'il l'avait entendu m'appeler égoïste, disant que j'avais monté grand-père contre eux.
Puis il a dit quelque chose que je n'avais pas vu venir. Je ne veux pas finir comme lui. Comment tu as fait pour éviter ça? Ça m'a frappé de plein fouet. Je suis resté assis là, fixant le mur, essayant de trouver quelque chose qui ne sonnerait pas comme un sermon. Je lui ai dit que je le rappellerais, car honnêtement, je ne savais pas. Je ne savais pas pourquoi j'avais vu le piège et pas eux. Peut-être que c'était de la chance. Peut-être que c'était simplement décidé un jour que je voulais plus que des excuses. Ou peut-être que j'en avais eu marre de me sentir utilisé avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas beaucoup dormi après l'appel de Marcus. J'entendais cette phrase en boucle. Je ne veux pas finir comme lui. Ça venait d'un jeune de 16 ans, un gamin qui en avait vu juste assez pour réaliser que la route que son père empruntait n'était pas une route qu'on parcourt, mais une pente qu'on dévale à toute vitesse. Je voulais le rappeler le lendemain. Vraiment. Mais la matinée est venue avec un coup à la porte que je n'attendais pas. 3 coups doux et fermes, pas de martèlement, pas de cris. J'ai ouvert la porte et c'était grand-père. Il n'a pas dit salut, a juste hoché la tête et est entré comme si c'était quelque chose que nous avions prévu. Il portait un sac en papier brun dans une main et un dossier usé et lourd dans l'autre. Sans hésitation, il est entré, a posé les deux sur la table de la cuisine et s'est assis comme si c'était chez lui. Du sac, il a sorti 2 sandwichs emballés dans du papier d'aluminium, quelques root beers et ce qui ressemblait à une enveloppe Kraft qui avait vécu l'enfer. « Tu n'as pas encore mangé ?» a-t-il dit, en déballant déjà son sandwich. Il a glissé l'enveloppe vers moi et a dit sans même lever les yeux, « Il est temps de finir ça. » À l'intérieur, il y avait tout. Des copies complètes de son testament, des copies de ses titres de propriété, des relevés de compte bancaires, des clés de compte, des papiers d'assurance. Il ne parlait pas en l'air. Il avait tout concrétisé. Tout. Blindé. Puis j'ai vu autre chose. Une lettre tapée à la machine, pliée en 2. Datée d'il y a 8 mois. S'il m'arrive quelque chose avant que je ne règle ce bazar, Evan sait où tout se trouve. Ne laissez pas les autres le manipuler, le menacer ou le culpabiliser pour qu'il donne ce qu'ils n'ont jamais mérité. Il n'a pas parlé pendant que je lisais. Il a juste pris de longues bouchées de son sandwich, comme s'il avait déjà fait ça exactement de la même manière dans sa tête 100 fois. Puis il a levé les yeux. Ils sont déjà en train de s'effondrer. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il parlait. J'ai qu'essayé d'obtenir un prêt de ce cousin à Denver. Kelly essaie de vendre la fausse entreprise qu'elle a lancée en février pour payer les dettes de jeu de cet imbécile. Ty ou je ne sais comment il s'appelle. Ta mère n'arrête pas de m'appeler. D'abord elle a pleuré, puis elle a supplié. Hier, elle a menacé de me traîner en justice pour détresse émotionnelle. J'ai demandé s'il était sûr d'être d'accord avec tout ça. Il a hoché la tête. Sans hésitation. J'ai laissé traîner les choses trop longtemps. Je pensais que si je continuais à les aider, ils deviendraient le genre de personnes qui méritent d'être aidées. Il s'avère que tout ce que j'ai fait, c'est les empêcher de grandir. Puis il a sorti autre chose du dossier. Pas un document, une photo. Elle était vieille, délavée. Je ne l'ai pas reconnue au début. Puis j'ai réalisé que c'était moi, peut-être à 12 ans, debout au bord de son terrain, tenant une pelle couverte de terre et souriant comme si je venais de gagner un prix. Le projet de la clôture. Cet été que j'avais passé à la ferme. Ce jour-là, tu as travaillé du matin au soir sans te plaindre une seule fois, a-t-il dit. Tu n'as pas demandé d'argent. Tu n'attendais rien. Tu as juste demandé ce qu'il fallait faire. C'est là que j'ai su. Il n'est pas devenu émotif. Il n'en avait pas besoin. Avant de se lever pour partir, il s'est arrêté à la porte et a dit quelque chose d'autre que je n'avais pas vu venir. Je sais que tu es en colère contre Jake, mais garde un œil sur Marcus. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. Ce gamin regarde tout et il fait attention. Puis il est parti. Vers 17h15 ce même jour, Kelly m'a envoyé un message. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste, tu es content maintenant? Tu as ruiné cette famille. Grand-père ne vivra pas éternellement. Quand il sera parti, tu seras seul. Profite de l'argent. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière avant de le fermer, parce qu'elle n'avait toujours pas compris. Elle n'a jamais compris. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais dit non. Ils étaient en colère parce que j'avais dit non et que rien ne s'était passé. Je n'étais pas revenu en rampant. Je ne m'étais pas effondré.
Je n'avais pas besoin d'eux. Et ils réalisaient enfin qu'ils avaient besoin de moi. Pas pour l'amour, pas pour le soutien, mais pour leur survie. Ce chapitre de ma vie, celui où je les maintenais tous à flot, était terminé, et j'étais enfin en train d'écrire le suivant, sans leurs mains sur le stylo. C'est étrange la vitesse à laquelle les gens disparaissent quand ils n'obtiennent plus ce qu'ils veulent de vous. Dans les semaines qui ont suivi, le silence de ma famille est devenu sa propre sorte de réponse. Pas d'excuses, pas d'effort pour réparer quoi que ce soit, juste un silence épais et amer, comme s'ils attendaient que je change d'avis, que le temps m'use. Mais je n'ai pas cédé. Les messages ont cessé. Les fausses urgences ont disparu. Les voyages de culpabilisation passif-agressif se sont évanouis. J'étais finalement devenu ce qu'ils craignaient le plus, intouchable. J'ai qu'à tenter une dernière fois. Il a appelé tard un soir, vers 1h30 du matin. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Il avait l'air fatigué, vaincu. A dit qu'il perdait l'appartement. Que Marcus emménageait chez sa mère pour un temps. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Je ne savais pas à quel point tu nous soutenais jusqu'à ce que tu arrêtes. Ce message est resté sur mon téléphone pendant un moment. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais qu'il n'était pas vraiment sincère. Pas encore. Il n'était pas désolé. Il était désespéré. Kelly a complètement disparu des radars. Elle a supprimé ses réseaux sociaux pendant un certain temps. Un ami commun m'a dit que Ty l'avait ghosté après qu'elle ait essayé de mettre en vente un de ses sacs à main et se soit fait signaler pour avoir utilisé une carte volée. Pas la mienne. Apparemment celle de quelqu'un d'autre cette fois. Elle était en pleine dérive, mais ce n'était plus mon problème. Maman, cependant, m'a surpris. Un mois plus tard, elle s'est présentée à mon immeuble. Sans appel, sans avertissement. Elle n'a même pas atteint l'ascenseur. Je l'ai vue grâce aux caméras du hall. Elle tenait une enveloppe. Le même genre que celle que grand-père m'avait donnée. Je suis descendu, je l'ai rencontrée dans le hall. Nous ne nous sommes pas pris dans les bras. Elle m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite. Pas de demande, juste des souvenirs. Elle parlait de quand j'avais 8 ans et que je m'étais cassé le bras, et qu'elle avait dormi sur un fauteuil à l'hôpital pendant 2 nuits. De la façon dont je laissais des dessins sur le frigo. De la façon dont elle ne savait pas quand elle avait cessé d'être une mère pour commencer à agir comme un percepteur de dettes. Et à la toute fin, elle a écrit quelque chose que je ne m'attendais jamais à lire de sa part. J'ai eu tort. Tu n'as jamais été le problème. Tu étais juste le seul qui continuait à être là. Elle n'a pas demandé d'argent. N'a rien demandé. Elle m'a juste demandé de ne pas disparaître complètement. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je suis monté, je me suis assis avec la lettre, j'ai pensé à tout. Les années que j'avais passées à nettoyer leurs dégâts, la culpabilité que j'avais portée, les fois où je m'étais plié en 4, pensant que peut-être cette fois, cela m'apporterait la paix. Et puis j'ai pris une décision. Je ne suis pas retourné vers eux. Mais je n'ai pas disparu non plus. J'ai gardé mes distances. J'ai gardé mon argent. J'ai gardé ma paix. Marcus a commencé à appeler plus souvent. On parlait de l'école, de livres, de basket, de choses et d'autres. Rien de lourd. Mais un jour, il a dit, « Je crois que je comprends enfin pourquoi tu as arrêté d'aider tout le monde. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. « Tu n'as pas arrêté d'aider. Tu as juste commencé à aider de la bonne manière. » Et il avait raison. Je n'avais pas fini d'aider les gens. J'avais juste fini d'aider les gens qui ne voulaient pas s'aider eux-mêmes. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable de dire non. Ces derniers temps, c'est calme. Pas de drame, pas de nouveaux incendies à éteindre. Juste un retour lent et constant à une vie qui me semble être la mienne. Puis, sorti de nulle part, Kelly est apparue. Pas chez moi, pas avec un message ou un appel. Elle s'est présentée à mon travail. Je sortais du bâtiment vers 18h, écouteurs aux oreilles, quand je l'ai vue, adossée au mur du parking, les bras croisés, des lunettes de soleil comme si elle attendait pour tendre une embuscade à quelqu'un dans une série Netflix. Mon premier réflexe a été de faire demi-tour et de rentrer, mais elle m'a repéré. Elle n'a pas dit salut. Ne s'est pas excusée. A juste dit, j'ai besoin de 5 minutes. Pas pour de l'argent. Juste 5 minutes. Je suis resté là.
Elle avait l'air différente, fatiguée, plus mince, moins sûre d'elle, pas de sac cher, pas de manucure fraîche. Elle avait été humiliée, qu'elle veuille l'admettre ou non. Alors, je lui ai donné 5 minutes. Elle m'a dit que Tai était parti, avait pris ses cartes de crédit, accumulé des dettes, puis l'avait bloqué. A dit qu'elle avait déposé une plainte à la police, mais qu'elle n'en attendait pas grand-chose. Elle squattait maintenant des canapés, chez une amie d'amis, sans travail, sans plan B. Mais ensuite, elle a sorti quelque chose de son sac, un certificat imprimé. Il venait d'une université communautaire. Elle s'était inscrite à un cours du soir sur les principes fondamentaux de gestion. A dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais qu'elle s'était dit qu'il fallait bien commencer quelque part. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste hoché la tête. Elle m'a regardé et a dit, « Je sais que j'ai été horrible avec toi. Je n'attends pas de pardon, mais je voulais que tu saches que je ne suis pas fier de qui j'ai été, et je ne demande pas d'aide. Je demande juste une chance de changer ça. » Puis elle est partie. Pas de câlin, pas de drame, elle s'est juste éloignée. Je ne sais pas si elle est sincère. Je ne sais pas si ça tiendra, mais c'était la première fois qu'elle venait à moi non pas pour demander quelque chose, mais pour offrir quelque chose, une forme de responsabilité. Et ça, c'était un rebondissement que je n'avais pas vu venir.